Buenas tardes, ya, o días todavía, no lo sé. Probablemente sea la única vez que los chilenos seamos precisos, ¿no?, para definir el día y la tarde. Bien, bonjour Pierre Lemaitre. Bonjour Mauricio. Bienvenue à la Cátedra Bolaño, bienvenue a Santiago, bienvenue au Chili. Voy a ser hoy día de señor Corales, voy a ser el entrevistador. Lo voy a hacer, je vais te poser quelques questions, bien sûr. Je vais assurer en même temps la traducción. Voy a hacer las preguntas y voy a hacer la traducción de las respuestas. Así es que la cosa será a lo mejor un poco lenta. Ça va être un peu long peut-être, n'est-ce pas? Pero con un poco de paciencia lograremos, sin duda alguna, hacer algo entretenido. La première question que j'ai envie de te poser, Pierre, est la suivante. La primera pregunta es la siguiente. En tus dos, no sé si últimas, dans tes deux derniers romans, ou je ne sais pas si les deux derniers exactement, s'ils sont les deux derniers, pero en fin, en tus dos últimas novelas, hay, en la primera, en Au revoir là-haut, nos vemos ahí arriba, la que obtuvo el premio Goncourt, ¿verdad? Hay dos soldados, dos héroes de la guerra, ¿no?, de 1914, la Primera Guerra Mundial, que por la fuerza de las cosas, y esa es la intriga, y es muy entretenida la novela, le roman est très prenant, disons, par la force des choses, disons, esos dos soldados se vuelven delincuentes o marginales, montan una estafa para poder sobrevivir, n'est-ce pas? Ils deviennent des escrocs, ils montent une escroquerie. En la última novela, dans ton dernier roman, que se llama 3 días y una vida, 3 jours et une vie, podríamos hablar de un drama de provincias, de alguna manera, d'un drame de province, de la province profonde, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle la France profonde, lo que se llama la Francia profunda, la provincia, ¿no?, francesa, en donde el protagonista es un chico, c'est un enfant, n'est-ce pas, au début, al comienzo, que también es víctima, de alguna manera, il est victime, ¿no?, de su medio social, de ese medio estrecho de provincias, desconectado del mundo, cerrado sobre sí mismo, fermé sur lui-même, ce milieu, n'est-ce pas, déconnecté du monde, etc. Hay, et voilà ma question, la voy a traducir enseguida, primero se la hago, y a-t-il une sorte de, pourrait-on parler dans ces deux romans, au moins, d'une sorte de fatum, de destin social, de fatalité sociale dans ces deux histoires? Tout d'abord, merci beaucoup de votre accueil à l'université. C'est très, très agréable pour un auteur français de venir s'entretenir avec les étudiants ici à l'université de Santiago, donc tout d'abord. Primero que nada, muchas gracias por acogerme aquí en la universidad. Es muy agradable, dice, para un escritor francés venir a expresarse en la universidad aquí en Santiago. Alors oui, ces deux romans sont des romans sur la fatalité, au sens où l'histoire est en soi une fatalité. Las dos novelas son novelas sobre la fatalidad en el sentido de que la historia es en sí una fatalidad. Alors évidemment, cette image de la fatalité n'est pas articulée de la même manière dans les deux romans. Evidentemente, la imagen de la fatalidad no está articulada de la misma manera en las dos novelas. Dans le premier, c'est un roman picaresque, au sens presque étymologique du terme.
El primero es una novela picaresca en el sentido casi etimológico del término. Alors bon, on est à l'université, donc on sait ici de quoi on parle en parlant du roman picaresque. Como estamos en la universidad, sabemos muy bien de qué hablamos cuando hablamos de novela picaresca. Rappelons que le Picaro est un personnage de roman qui est issu des couches les plus défavorisées de la société. Recordemos que el pícaro es un personaje novelesco que surge en las capas más bajas, más desfavorecidas de la sociedad. Et qui, face aux contraintes sociales et dans le seul but de survivre, est contraint à devenir un escroc. Y que frente a la imposición social con el único objetivo de sobrevivir, está obligado a transformarse en un estafador, un delincuente. Et donc, il y a effectivement dans le roman picaresque une sorte de fatalité qui est inscrite même dans le gène du roman picaresque. Y por lo tanto, en la novela picaresca hay una especie de fatalidad que está inscrita en los genes mismos de la novela picaresca, del género. Alors, l'autre roman, 3 jours et une vie, dont tu as parlé avec ce jeune homme, est aussi, d'une certaine manière, un roman sur la fatalité. Y la otra novela de la que hablaste, Tres días y una vida, es también, de alguna manera, una novela sobre la fatalidad. Mais cette fois, au lieu que la fatalité soit sociale et historique, elle est d'ordre plutôt psychologique, voire psychanalytique. Pero esta vez, en vez de que la fatalidad sea social e histórica, es más bien psicológica, es más bien íntima. Si on essaie d'interpréter un peu la situation de ce jeune garçon, je dirais que le vrai coupable de l'histoire, c'est son père. Si tratamos de entender, de interpretar un poco la situación de este joven, diría que el verdadero culpable es su padre, ou plutôt l'absence du père. Oui, alors c'est le père par son absence. Claro, es el padre por su ausencia. El padre, hay que decir que el protagonista es un chico de 12 años al comienzo, sin padre, con un padre ausente. Alors, donc, on est dans 2 figures, en quelque sorte, je pense que tu as raison, 2 figures du déterminisme, 2 figures de la fatalité, l'une davantage sociale et l'autre davantage psychanalytique, pour faire court. Estamos en 2 figuras del determinismo, 2 figuras de la fatalidad, uno más social y el otro más psicoanalítico. Mais quand même, j'ai envie de dire, c'est vrai ce que tu dis, es verdad lo que dice Pierre, esta novela, Tres días y una vida, es de, claro, la fatalidad aquí funciona más en el plano psicológico o movida, elle est mue par des ressorts psychiques ou psychologiques, está movida por resortes psicológicos, digamos, pero, sin embargo, mais néanmoins, hay una especie también de destino social, que es el del pueblo. El pueblo, le village, n'est-ce pas, fonctionne là comme un personnage quasiment. Oui. Entonces, también hay una dimensión social de la fatalidad, puesto que este mismo personaje, Antoine, n'est-ce pas, tout à fait. S'il avait vécu à Paris ou à Lyon ou à Marseille, je veux dire, dans une grande capitale de province ou dans une grande ville française, il n'aurait peut-être pas eu le même, destin. Quiero decir que si el personaje, como vive en un pueblo pequeño, de, no sé, 1000 habitantes, 800 habitantes, ¿verdad? Si hubiese este mismo drama, entre comillas, ¿verdad? En una ciudad grande, en París, en Lyon, Marsella, no hubiese conducido necesariamente a la misma... Non, tu as tout à fait raison. Je situe cette histoire dans une communauté très restreinte pour qu'elle soit davantage une courroie de transmission de son problème. Sitúo esta historia en una comunidad muy restringida para que funcione como una correa de transmisión del problema. Cette petite communauté est en crise puisque la principale industrie est en difficulté. Esta pequeña comunidad está en crisis puesto que la principal industria de la que vive está en dificultades. Et dans cette situation d'un village tendu, un peu stressé par l'inquiétude, y por lo tanto en esa situación de un pueblo estresado
inquieto por su porvenir. Ce fait divers de la disparition d'un enfant agit comme une courroie d'entraînement. Entonces este hecho estrictamente policial, diríamos, de la disparición de un niño, actúa como una correa de transmisión. Alors c'est vrai que si l'action s'était située dans une grande ville, le fait divers aurait sans doute disparu très vite. Claro. Es cierto que si la acción hubiese transcurrido en una ciudad grande, el hecho en sí, el hecho policial mismo, digamos, hubiese desaparecido muy rápidamente. Mais peut-être que le drame de Antoine n'en aurait pas été forcément affecté. Pero puede que el drama de Antoine no hubiese sido afectado profundamente por este hecho. Parce que l'hypothèse que je fais, c'est que quand on n'a pas de juge, on devient son propre bourreau. Porque la hipótesis que hago en esta novela es que cuando uno no tiene juez, uno mismo se transforma en su propio verdugo. Et du coup, je ne sais pas du tout comment Antoine aurait survécu à son propre drame dans une très grande ville. No sé de qué manera Antoine hubiese sobrevivido a su propio drama en una ciudad grande o muy grande. Alors c'est vrai que le village n'aurait pas été, au fond, une caisse de résonance de son drame personnel, c'est vrai. Es verdad que el pueblo no hubiese funcionado como una caja de resonancia de su drama personal. Mais est-ce que pour autant, dans une grande ville, il aurait été davantage en paix avec soi-même? Ça, je ne le sais pas. Bien, pero habría estado, a pesar de ello, en paz con su propia conciencia en una ciudad grande, no lo sé. Évidemment, tu ne peux pas la savoir, on est en train de faire de la métafiction, là. Oui, de la fiction sur la mais fiction. peut-être que je vais réécrire 3 jours et une vie dans l'autre sens maintenant. Bien sûr, no puedes saberlo, estamos haciendo métaficción, ficción sobre la ficción. Pero moi, ce que je voulais dire, en fait, voilà, c'est simplement que le village est quand même très important. Enfin, oui, au point même que, sans trop dévoiler la fin pour ceux qui auraient le plaisir de le lire, la fin très flaubertienne, très bovarienne, si je puis dire, n'est possible évidemment que dans une ville de province. Claro, dice que, yo le quería solamente llamar su atención sobre el hecho de que el pueblo, la pequeña, muy pequeña ciudad o casi pueblo o aldea, en fin, de provincia, funciona, es muy importante en esta novela, funciona casi como un personaje, en todo caso como un lugar que no es en absoluto indiferente, y obviamente Pierre dice que si no hubiese sido así, o sea, eso es cierto a tal punto que eso posibilita ese final, el final que tiene la novela y que no quiere desvelar, por supuesto, que no quiere desvelar ni yo, desde luego, porque es un final muy flaubertiano, muy, que está absolutamente, íntimamente ligado al hecho de que esto ocurra en ese pueblo. Un final muy bovariano, dice Pierre, et con justa raison. Modestement, mon rapprochement avec Flaubert. Non, mais j'ai vu tout de suite. D'ailleurs, écoute, j'ai souligné ici, enfin, j'ai marqué, porque justamente Pierre habla en algunas entrevistas que yo leí y vamos a hablar de esto, sin duda, de su, digamos, filiación literaria, de sus lecturas y de su amor por la obra de Dumas y de Tolstoy. De hecho, tu as une phrase très drôle, muy divertida, dice que a él le gustaría hacer una síntesis entre Tolstoy y Dumas, ¿no? Oui. Bueno, pero yo encontré, moi j'ai trouvé personnellement à la lecture de ce roman un accent extrêmement flaubertien, justement. Oui, en même temps, yo encontré una influencia muy flaubertiana en esta novela. Tu remarqueras que les écrivains français sont très embêtés parce que dès qu'ils parlent de la province, ils deviennent très flaubertiens. Enfin, il a posé quelque chose qui est très, très embarrassant pour nous. Dice que los escritores franceses, desde el momento en que hablan de la provincia, se vuelven todos flaubertianos. O sea, Flaubert hizo algo muy incómodo para los escritores franceses, c'est peut-être que Flaubert en fait a créé la province.
Oui, j'en suis, Enfin, ou le discours de la oui, province. oui, absolument, j'en suis convaincu. Je pense que les films de Chabrol, au fond, n'ont été possibles que parce qu'il a été précédé de Flaubert, Sí, évidemment. claro, Flaubert creó la provincia, creó el discurso, en todo caso, literario sobre la provincia. Dice Pierre que efectivamente, por ejemplo, las películas de Chabrol no serían posibles, no hubiesen sido posibles sin, Que, sin la literatura que de Flaubert. serions-nous sans le père Flaubert? Mais en même temps, comme tous les pères, il est très embarrassant. Exactamente. ¿Qué seríamos sin el padre Flaubert? Pero al mismo tiempo, como todos los padres, es extremadamente incómodo, ¿no? Bon Dieu, qui tuera Flaubert? Qui tuera le père? Voilà la grande question. ¿Quién matará al padre? ¿Quién va a matar a Flaubert? Effectivamente. À propos de cela, justement, enfin, du roman de ce roman-là, de ce village, de cette histoire de 14-18, mais notamment de celui-là, a propósito de esta novela, 3 días y una vida, y de este pueblo que tiene que es una caja de resonancia, una correa de transmisión del drama íntimo del personaje, me preguntaba si para ti la literatura no es un discurso a caballo de alguna manera entre la historia y la sociología, historia, sociologie, periodisme, littérature. Je me demandais justement ça. Si pour toi la littérature n'est pas un discours un peu à cheval entre l'histoire et la sociologie, entre l'histoire, la sociologie, le journalisme. J'ai un petit peu l'impression que toute littérature pourrait correspondre à cette définition. Tengo un poco la impresión de que toda literatura podría corresponder a esa definición. Parce que je crois que la littérature, elle est justement une sorte de place un peu centrale entre ces différentes disciplines. Tengo la impresión de que la literatura es una especie de lugar central entre esas disciplinas. Au fond, j'ai l'impression que la littérature est une sorte de rite de passage entre ces sciences humaines et le lectorat. En el fondo tengo la impresión de que la literatura es una especie de pasaje entre esas ciencias humanas y el lector, los lectores. Au fond, la définition que Aragon donnait de la littérature, c'est une machine à décrypter le monde. En el fondo, la definición que daba Aragon de la literatura es una máquina de descifrar el mundo. Et en fait, ce décryptage du monde se nourrit des sciences humaines. Nous-mêmes, nous sommes nourris en permanence de la sociologie et de l'histoire. Y en el fondo, esa máquina de descifrar el mundo se nutre de las ciencias humanas y nosotros mismos estamos alimentados por la historia, la sociología, etc. Si j'avais pas peur, je pourrais dire que la littérature, c'est la synthèse de l'ensemble des sciences humaines. Mais évidemment, si no tuviera miedo de decir eso, diría que la literatura es la síntesis del conjunto de las ciencias humanas. Ou c'est peut-être aussi, comme le dit Marc Angenot, qui est l'un des créateurs de la sociocritique, n'est-ce pas, c'est le discours qui intervient après. Oui. Le discours qui intervient après. Oui, après la vérité, disons, de la sociologie. Voilà, c'est pour ça que je disais que la sciences littérature, elle est humaines. nourrie, parce qu'effectivement, c'est un discours postérieur. Tout à fait. Claro. Sí, como dice Marc Angenot, la literatura es el discurso que interviene después del discurso, dicho sea así, verdadero, ¿verdad? De la historia, del periodismo, de las ciencias humanas en general, de la sociología, interviene, digamos, el discurso literario, ¿no? Maintenant, revenons un peu à ta trayectoire d'écrivain, volvamos un poco a tu trayectoria de escritor. Avant de gagner le concours et d'être tout simplement un écrivain, je veux dire, sans étiquette, c'est difficile, c'est très difficile. Antes de ganar el concurso y transformarse en una escritora seca, digamos, Pierre Lemaitre se hizo conocido por ser un autor de novela policial, de novela negra. Tu as été connu comme un auteur de romans noirs. Et justement, j'aimerais savoir, j'aimerais te poser la question de savoir si tu justement partages, à propos de ce qu'on parlait là, de ce qu'on venait de dire, ce qu'on vient de dire, si tu partages cette phrase, cette notion de Jean-Patrick Manchette, n'est-ce pas,
selon laquelle le roman noir est en fait le dernier lieu du roman politique. Le pregunto si comparte la visión de uno de los grandes, el creador de la novela negra a la francesa, que se llama Jean-Patrick Monchet, que decía que justamente la novela negra se distinguía de la novela policial a secas porque la novela negra era la última novela política. ¿No? Era novela política. Je crains que cette définition ne soit un peu datée. Me temo que esa definición está un poco anticuada. Elle correspond à un moment, ce qu'on appelle vraiment le moment Manchette dans notre littérature. Corresponde a un momento, lo que se llama el momento Manchette en nuestra literatura. Qui était absolument considérable. Que fue considerable, importante. Mais c'est une définition du roman qui remonte aux années 70, pour faire court. Es una definición para abreviar que remonta a los años 70. À un moment où, il a raison, le roman noir s'empare du monde politique et du monde social. En un momento en que la novela negra se apodera del mundo político y del mundo social. Alors aujourd'hui, on a encore des écrivains qui sont fidèles à cette tradition. Hoy día tenemos todavía escritores que son fieles a esa tradición. Et moi, j'ai même un roman qui s'appelle Ressources inhumaines, qui est un roman qui, je crois, se situe dans cette mouvance du néopolar. Y yo mismo tengo una novela que se llama Recursos inhumanos, que se sitúa precisamente en esa... Donc cette tradition ouverte dans les années 70, je pense qu'elle est encore vivante, mais elle n'est plus aussi majoritaire qu'elle l'a été. Pienso que esa tradición abierta en los años 70 está todavía viva, pero no es tan mayoritaria como lo fue. Ouais, parce que je crois, alors je risquerais une hypothèse, c'est qu'on est rentré quand même dans une ère un peu postmoderne. Porque creo, es una hipótesis que hemos entrado en una era un poco posmoderna. Et que la fin des grands récits, la fin des méta-récits, y que el fin de los grandes relatos, el fin de los metarrelatos, amène la littérature à quitter le mainstream, en quelque sorte, le courant principal du roman politique. Lleva a la literatura a abandonar el mainstream, la corriente principal de la novela política. C'est un roman toujours aussi politique, mais moins idéologique. Es una novela siempre política, pero menos ideológica. À propos de cela, justement, Pierre Lemaître, tu as déclaré qu'un écrivain, un romancier, c'est quelqu'un qui place un projecteur quelque part. Et aussi que, et tu viens de le redire ici, que la littérature est un décrypteur du réel. Pourquoi, à propos de revoir là-haut, nos vemos ahí arriba, Pierre Lemaître ha dicho que un novelista es alguien que pone un proyector en alguna parte, y también, lo acabo de repetir acá, que la literatura es una forma de descifrar lo real. A propósito de esta novela, nos vemos ahí arriba. Mi pregunta es la siguiente, se la formulo en francés, la traduzco enseguida. Pourquoi revenir, surtout on est au Chili, souviens-t-on, je pense qu'il y a un problème avec la mémoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens ici aussi qui se disent « mais pourquoi ressasser, pourquoi revenir, n'est-ce pas, tout le temps à des vieilles histoires politiques d'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, à savoir au Chili la dictature, pourquoi, en l'occurrence en France, revenir à la guerre de 14 alors qu'on pourrait dire que c'est du passé figé. Oui, oui. ¿Por qué volver? El problema de la memoria, ¿no? En Chile hay voces, hay quienes a veces dicen, pero ¿por qué volver, seguir hablando de la dictadura? ¿Y por qué seguir hablando de cosas que ocurrieron hace 50 años y tal? ¿Qué interés tiene? Mi pregunta es, ¿por qué seguir hablando de la guerra de 14? ¿Qué interés tiene? ¿Cuál? Entonces, justement par rapport à ce projecteur, pourquoi tu places le projecteur là? ¿Por qué ubicas el proyector ahí? Moi, je pense que... Je vais reprendre ma phrase, pardonne-moi. Je vais recommencer. L'un des drames de ma génération, c'est d'avoir été contemporain du nouveau roman. Uno de los dramas de mi generación, pienso yo, es haber sido contemporáneos de la nueva novela. Ça a été un drame et une richesse.
Era un drama y una riqueza. Il faudrait peut-être leur expliquer en deux mots ce que c'était les présupposés du nouveau roman. Habría que explicarles en dos palabras lo que eran los presupuestos básicos de la famosa nueva novela. On est globalement dans les années 60-70. Estamos en los años 70, 60, 70. Et le nouveau roman est un mouvement littéraire La nueva novela es un movimiento literario qui va tenter de remettre en question le statut des principaux ingrédients de ce qui faisait la littérature. que va a intentar cuestionar el estatuto de los principales ingredientes de lo que hace la literatura, de lo que es la literatura. Alors on va contester le statut du personnage comme central. Se va a refutar el estatuto del personaje como central. On va contester le statut de l'intrigue romanesque. Se va a refutar el estatuto de la intriga novelesca. Et donc on va contester tout ce qui était l'héritage de la littérature du 19e siècle, pour faire court. Y por lo tanto se va a refutar, a rechazar todo lo que era la herencia de la literatura del siglo XIX, para abreviar. Alors je parle de drame parce que pour les gens qui, comme moi, aiment les histoires, on était assez malheureux. Y hablo de drama porque para la gente que, como yo, le gustan las historias, fuimos muy desdichados. Parce qu'on venait nous contester ce qui faisait finalement notre principal plaisir, c'est globalement l'intrigue et le personnage. Ça faisait beaucoup. Porque se venía a rechazar lo que hacía fundamentalmente nuestro mayor placer, es decir, la intriga y el personaje, ya era mucho. Alors, en même temps, donc je dis que c'est un drame, mais je n'aime pas les gens qui sont trop sévères avec le nouveau roman. Digo que es un drama, pero al mismo tiempo no sigo mucho a las personas que son demasiado severas con la nueva novela. Parce que si le nouveau roman n'a effectivement pas laissé derrière lui beaucoup de chefs-d'œuvre, porque si efectivamente, si bien es cierto que la nueva novela no dejó detrás de sí muchas obras maestras, et qu'elle a été souvent, je dirais, une tentative presque de laboratoire de la littérature, que fue a menudo una tentativa casi, diríamos, de laboratorio de la literatura, et qu'elle a produit, disons-le clairement, un paquet de romans sacrément emmerdants, y que produjo, digámoslo claramente, un paquete, una tira de novelas absolutamente aburridas. je crois que le nouveau roman a été quand même globalement une bonne nouvelle. Creo que la nueva novela fue, sin embargo, a pesar de todo, una buena noticia. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de progrès sans transgression. Por una razón sencilla, es que no hay progreso sin transgresión. Et cette transgression permanente a été évidemment excessive, Y esa transgresión permanente, en este caso, fue evidentemente excesiva, mais en même temps, elle a été pour beaucoup de romanciers une libération. pero al mismo tiempo fue para muchos novelistas una liberación. On a fait des romans à la seconde personne du singulier, à la troisième personne du pluriel. Se hicieron novelas en la primera persona del singular, en la tercera persona del plural. On a travaillé sur des questions de point de vue de manière extrêmement poussée. Se trabajó sobre los asuntos de punto de vista de una manera extremadamente elaborada. Et je pense que malgré que le nouveau roman soit éminemment critiquable, Y pienso que, a pesar del hecho de que la nueva novela sea evidentemente criticable, elle nous a ouvert des voies qui fait que nous ne serions pas les romanciers que nous sommes aujourd'hui sans le nouveau roman. nos abrió vías que hacen que no seríamos los novelistas que somos hoy sin la nueva novela. Donc je pense que c'est un bilan un peu contrasté, mais je n'aime pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Bien sûr. Es un balance un poco contrastado, pero no me gusta, como se dice, expresión muy francesa, arrojar el bebé con el agua del baño. Voilà. Mais Mauricio, je n'ai pas perdu le fil de ce que je voulais dire et j'y arrive maintenant. No he perdido, sin embargo, el hilo de lo que quería decir y vengo a ello. C'est que dans cette période du nouveau roman est né quelque chose qui s'appelait ce qu'on appelait en France la nouvelle histoire. Es que en ese periodo de nueva novela nació en Francia algo que se llamó la nueva historia. Et ce mouvement historique visait finalement à faire davantage l'histoire des mentalités que l'histoire des événements. Y ese movimiento histórico pretendía hacer más la historia de las mentalidades que la historia de los hechos. Et donc c'était très particulier comme moment. C'était au moment même où le roman abandonne la fiction. Y era, por lo tanto, muy particular como momento, porque en el momento mismo en que la novela abandona la ficción, c'était l'histoire qui nous racontait des histoires.
era la historia la que se ponía a contarnos historias. Ces grands historiens nous racontaient l'histoire d'un village et c'est passionnant. Esos grandes historiadores nos contaban, por ejemplo, la historia de una aldea que era apasionante. Alors c'était très, très paradoxal. On avait au fond une littérature qui racontait plus d'histoire et une histoire qui n'arrêtait pas de raconter. Y era muy paradójico entonces porque teníamos una literatura que ya no contaba historias y una historia que no hacía sino contar historias. Tu vas voir donc l'extrême sophistication de ma conclusion. Vas a ver ahora la extrema sofisticación de la conclusión. C'est que en fait, ma génération romanesque, en quelque sorte, a dû son salut, d'une certaine manière, aux sciences humaines. Es que, de hecho, mi generación como novelista le debe la vida, de alguna manera, a las ciencias humanas. Ce qui veut dire que les romanciers que nous sommes, je crois, sont vraiment des héritiers de l'ensemble des sciences humaines, surtout dans cette génération, me semble-t-il. Lo que quiere decir que los novelistas que somos están en perfecta sintonía con esa preeminencia, con las ciencias humanas. Le deben, en el fondo, su existencia a las ciencias humanas. Oui, mais, quand même... Oui, j'étais sûr que tu allais dire mais. Non, mais attends, quand même, cela ne répond qu'en partie à la question, c'est-à-dire à savoir pourquoi tu mets le projecteur en 14-18. Exactement, parce que tu aurais pu choisir aussi 40, 43, 73. Donc l'extrême sophistication de ma conclusion n'est pas suffisamment sophistiquée, j'entends bien. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Le pregunto por qué, que le digo porque que eso no responde, sino en parte a mi pregunta, que es por qué pone el proyector en el 14-18, porque igual lo podría haber puesto en el año 43 o en el año 73. Alors, en fait, derrière ce constat un petit peu historique de la manière dont le roman a avancé en France, detrás de ese de ese resumen histórico de la manera en cómo la novela ha avanzado en Francia, il y a cette idée que les romanciers de ma génération sont terriblement nourris par l'histoire et les leçons de l'histoire. Existe la idea que los novelistas de mi generación son terriblemente nutridos, muy alimentados por la historia. Voilà. Et je crois qu'on est peut-être plus que d'autres générations à cause de ce que je viens de raconter. Y a causa de lo que vengo de decir, creo que somos particularmente nutridos por la historia, nosotros como novelistas, es decir, ellos. Como extrêmement sensibles à l'idée que c'est l'histoire qui nous éclaire le présent. Extremadamente sensibles a la idea que es la historia la que aclara el presente. Au fond, pour aller au bout de ta question, les deux soldats de mon roman sont comme les chômeurs d'aujourd'hui. En el fondo, para ir al fondo de tu pregunta, los dos soldados de esta novela, estamos hablando de Nos vemos ahí arriba, serían como dos cesantes de hoy. Au fond, ils ont fait exactement, mutatis mutandis, hein, ils ont fait ce que font les deux soldats dans ce roman. Les chômeurs sont les mêmes personnages. En el fondo, harían o hacen los cesantes exactamente lo que hacen los dos soldados en esta novela. Au fond, le chômeur européen d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a répondu favorablement à une injonction sociale. En el fondo, el cesante, el parado europeo de hoy, es alguien que ha respondido favorablemente a una orden social. On pourrait dire les chômeurs ont été des salariés qui ont été des bons soldats du capitalisme. Podríamos decir que los cesantes son asalariados que han sido o que fueron buenos soldados del capitalismo. Exactement comme les soldats de la Première Guerre mondiale, il y a un moment où on n'a plus besoin d'eux. Y exactamente como los soldados, como en el caso de los soldados de la Primera Guerra Mundial, llega un momento en que ya no son necesarios. Et cette ingratitude du système social vis-à-vis des gens qui l'ont servi est le sujet de mon livre. Y esa ingratitud del sistema social respecto de las personas que lo han servido es el tema de mi libro. Alors je fais le pari que derrière cette histoire des années 20, un lecteur peut être sensible au fait que d'une certaine manière, ces années 20 éclairent aujourd'hui. Y hago la apuesta de que detrás de esa historia de los años 20, el lector de hoy día, o algunos lectores de hoy día, puedan sentirse o ver o aclarar, pueda esta historia aclarar lo que ocurre hoy día.
D'ailleurs, on est dans une période où la France va voter. De hecho, estamos en un periodo en que Francia va a votar. Et j'ai tendance à penser que les pourcentages de voix que l'on prête à l'extrême droite Y tengo tendencia a pensar que el porcentaje de votos que se le atribuyen a la extrema derecha sont une insuffisante prise en compte des leçons du passé. son una insuficiente, toman en cuenta, o sea, quiere decir que se toman en cuenta insuficientemente las lecciones del pasado. Très bien. Donc, en fait, tu es bien plus dans la ligne de Manchette que tu ne veux. Ah, mais moi, je veux bien être dans la ligne de Manchette, ça ne me vexe pas. De hecho, está mucho más en la línea de Manchette que lo que dice aceptar. Non, mais moi, tu me rapproches de Flaubert, de Tolstoï, de Dumas, de Manchette, je suis ravi. Sí. En effet, pour revenir à ce livre, Au revoir là-haut, Au revoir là-haut, nos vemos ahí arriba, fue premio Goncourt. Un premio Goncourt en Francia es como el premio Nobel, ¿verdad? Francés. La crítica... Hélas, sur un territoire beaucoup plus petit. Hein, oui, enfin, bref, mais... Hélas, bon, je regrette. J'aurais préféré le Nobel, mais ils m'ont donné le Goncourt. T'es labellisé Goncourt en France, quand même. Ce n'est pas rien, comme disait Lacan. Hein? Llevar la etiqueta del Goncourt no es cualquier cosa, como decía Lacan, ce n'est pas rien. Bien, esta novela fue definida por la crítica como, o a raíz de esta novela, ¿verdad? La critique a salué dans ce roman une littérature populaire, lisible et grand public. La crítica vio en esta novela una literatura popular, legible y de gran público, ¿no? A lo cual Pierre Lemaitre contestó, ce à quoi Pierre Lemaitre a répondu qu'il entendía por literatura popular, le propre, disons, de la littérature populaire était de pouvoir toucher tout le monde, mais pas forcément au même niveau. Que lo propio de la literatura popular, según él, era poder alcanzar, llegar a todo el mundo, pero no necesariamente al mismo nivel. Ma question est la suivante. Ne voilà-t-il pas le trait commun, propre à toute littérature, en fond, c'est-à-dire la polysémie du texte? Le fait que, parce que, n'est-ce pas, j'ai cru comprendre que tu faisais référence à une lecture très ample, très diverse, la lecture du premier degré, de la dame qui est, je ne sais pas, dans le métro, chez elle, et la lecture aussi du professeur, la lecture de... Mais au fond, ce trait est le trait de tout texte littéraire. Le digo que eso es lo propio, una literatura popular, legible, es decir, lo que él contestaba a eso, que era que la literatura pudiese tocar a todo el mundo, pero no necesariamente al mismo nivel, era lo propio de la literatura, propiamente tal, es decir, es la polisemia del texto, ¿no? O sea, que todos lo puedan leer, todos podemos leer el Quijote, todos podemos leer el Lazarillo de Tormes, por decir algo, estoy hablando de grandes clásicos. Entonces, quisiera una precisión, je voudrais une précision justement de ta part, c'est pas, enfin, tu vois, parce que tu réussis ce pari aussi. Pas tout le monde lo réussit. ¿No? Que también él efectivamente logra hacer una literatura popular de calidad. Tu réussis à faire une littérature populaire, lisible, grand public, de qualité. ¿No? Tu sais, Mauricio, ce qui est très embarrassant avec ce terme de littérature populaire, c'est l'absence de définition. Lo que es muy molesto en esta historia de literatura popular es la ausencia de definición. C'est un petit peu l'équivalent du populisme en politique. Es un poco el equivalente del populismo en política. On ne sait pas très bien ce que c'est un peu tout. No se sabe muy bien lo que es. C'est très compliqué à définir. Es muy complicado de definir. Alors, je comprends que moi je me risque à une définition, naturellement tu me sautes dessus. Moi, yo arriesgo una definición y obviamente tú saltas encima. Me dire que sa définition est une porte ouverte. Para decir tu definición es una puerta abierta. Alors je sais que tu le dis avec bienveillance, mais tu le dis quand même.
Sé que lo dices con benevolencia, pero lo dices de todas maneras. Oui, je voudrais une précision de l'auteur. Hein. Je me comporte comme un lecteur banal. Hein. Bien sûr, oui. Quisiera una precisión del autor, de parte del autor. J'aime beaucoup quand tu joues les faux naïfs, je t'adore, vraiment, j'adore. Me gusta mucho cuando te haces el falso ingenuo, me encanta. Je crois qu'il y a une différence entre lecture à plusieurs niveaux et polysémie. Creo que hay una diferencia entre lectura a diferentes niveles y polisemia. Je crois que polysémique est une notion horizontale et qu'à plusieurs niveaux est une notion verticale. Creo que la polisemia es una noción horizontal y lectura a varios niveles es una noción vertical. C'est-à-dire que la polysémie est horizontale dans la mesure où elle s'adresse en quelque sorte, où elle touche plusieurs lexiques. La polisemia es horizontal en el sentido de que toca varios léxicos. Où elle va toucher des champs sémantiques en que toca varios campos semánticos diferentes. Sur ce plan-là, j'ai envie de dire que la cartographie serait plate. Desde ese punto de vista, pienso que la cartografía sería plana. Le territoire serait immense mais plat. El territorio sería inmenso pero plano. Alors que je crois que dans la littérature populaire, il s'agit plutôt d'une question de strates, de profondeur. Mientras que en la literatura popular me parece que se trata más bien de una cuestión de estratos, de profundidad. C'est-à-dire de prendre un territoire relativement circonscrit, es decir, de tomar un territorio relativamente circunscrito et de pouvoir descendre de manière verticale dans les différents plans du texte. Y de poder descender de manera vertical en los diferentes planos del texto. Je pense que Proust est un bon exemple. Pienso que Proust es un buen ejemplo. Au fond, la société que nous décrit Proust est une micro-société vraiment très petite. En el fondo, la sociedad que nos describe Proust en realidad es una microsociedad realmente muy pequeña. Sur ce plan-là, c'est l'anti-Balzac. Balzac, c'est au contraire une littérature géographique. En ese sentido, es el anti-Balzac, Proust. Balzac es una literatura verdaderamente geográfica. Mais Proust va en quelque sorte aller au tréfonds de l'âme des personnages. Pero Proust va de alguna manera ir al fondo del alma de los personajes. En passant successivement les différents niveaux sociologiques, psychologiques, psychanalytiques, et il descend. Atravesando sucesivamente los diferentes niveles, psicológico, sociológico, analítico, etc. Alors je ne dis pas que Proust est le meilleur exemple de littérature populaire. Hein. No digo que Proust sea el mejor ejemplo de literatura popular. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'était une métaphore. Era una metáfora, no era lo que quería decir. Mais je pense qu'il y a aussi une autre, indépendamment de ce plan vertical et de ce plan horizontal, il y a, je crois, aussi autre chose. Pero independientemente de ese plano vertical y ese plano horizontal, pienso que hay otra cosa. Qui est ce que je crois la conception que l'auteur a du lecteur. Que es, creo, la concepción que el autor tiene del lector. Dans le roman populaire dont tu parlais tout à l'heure, le roman sentimental par exemple, en la novela popular de la que hablabas anteriormente, la novela sentimental, por ejemplo, s'adresse à un lecteur univoque. Se dirige esa novela a un lector unívoco. Une forme de stéréotype de lecteur. Una manera de estereotipo de lector. Et on fait une littérature en fonction de la représentation qu'on a du lecteur. Y se hace una literatura en función de la representación que se tiene del lector. Donc ça veut dire qu'on lui suppose ou on lui présuppose des goûts, un habitus, comme dirait Bourdieu. Por lo tanto, se le presuponen gustos, un habitus, como diría Bourdieu. Et du coup, on fabrique un produit en fonction de la représentation qu'on a du public. Y de golpe se fabrica un producto en función de la representación que se tiene del público. Et moi, je plaide pour une autre littérature populaire. Y yo abogo por otra literatura popular. C'est-à-dire une littérature où la conception qu'on a du lecteur n'est pas univoque. Es decir, una literatura en la que la concepción que se tiene del lector no es unívoca, c'est-à-dire que le lecteur n'est pas réduit à un simple slogan. Es decir, que el lector no está reducido a un simple slogan. C'est pas ce que disait Forster, un personnage plat qui est limité à une devise. No es lo que decía Forster, un personaje plano que se limita a una divisa. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, prenons l'exemple dans le roman sentimental, la devise qu'on prête à la lectrice. Tomamos el ejemplo de la literatura sentimental, la divisa que se le presta a la lectora de esa novela. Sa devise serait « Ah, si j'avais épousé un autre homme ». Su divisa sería « Ah, si me hubiese casado con otro hombre ». Et à partir de cette conception de la lectrice, on fabrique un roman qui répond, au fond, à cette attente supposée. Y a partir de
divisa de la lectora se fabrica una novela que responde en el fondo a esa expectativa supuesta. Alors que dans une conception, j'ai envie de dire, un peu plus sophistiquée de la littérature populaire, Mientras que en una concepción diría un poco más sofisticada de la literatura popular, on fait le pari que le même lecteur peut avoir plusieurs niveaux de lecture. se hace la apuesta que el mismo lector puede tener diferentes niveles de lectura. Que le lecteur peut trouver un plaisir au premier degré du texte pour savoir comment va finir l'histoire, Que el lector puede hacer la apuesta de leer en el primer grado el texto, el primer grado, para saber cómo va a terminar esa historia. qu'un autre lecteur peut être davantage sensible au fond social, j'ai envie de dire manchétien pour te faire plaisir. Que otro lector puede ser más sensible al fondo social, voy a decir manchetiano, para hacerme placer a mí, Et para darle el gusto. que le même lecteur peut se rendre compte que le chapitre 9 est une parodie de Marcel Proust. Y que, perdón, ¿de cuál? Et que le même Pardon. lecteur peut se rendre compte que le début du chapitre 10, par exemple, c'est pas le 9, c'est le 10, est une parodie de Marcel Proust. Ah, y que el mismo lector puede darse cuenta que el comienzo del capítulo 10 es una parodia de Marcel Proust. Et que le début du chapitre 9 est une parodie d'Aragon. Y que el comienzo del capítulo 9 es una parodia de Aragon. Et je fais le pari, moi, que au lieu de répondre à un lecteur univoque, je réponds à un lecteur qui peut avoir toutes ces lectures. Y hago la apuesta yo de que en vez de responder a un lector unívoco, respondo a un lector que puede tener todos esos niveles de lectura. Ce qui m'amène à poser une question très angoissante. Lo que me lleva a plantear una pregunta muy angustiante. Ai-je répondu à ta question? Sí. Bien, me voilà rassuré. Bien. Su pregunta muy angustiante era si había respondido a mi pregunta. Sí, sí, sí. Pero además, en plus... Attends. Non, parce que en plus, tu m'as éclairé sur un truc quand même très particulier. Hein. C'est que... Non, je suis venu pour te surprendre. No, mais monsieur, bien je suis entendu, là no, pour ça. tu no cesas de me surprendre. Dice que ha venido a Chile para sorprenderme, yo le digo que no deja de sorprenderme, en efecto, y que me aclaró sobre una cuestión muy particular. Y es que el lector francés, ese lector que tú dices, no sé si francés o es extremadamente culto, ¿no? Ce lecteur français là, qui est capable de lire dans tous ces niveaux-là, il est extrêmement cultivé quand même. C'est tout mon portrait. C'est tout. Je plaisante. Non, c'est-à-dire que, évidemment, tu prends tout au premier degré, hein, vraiment. C'est franchement pénible. J'agis un journaliste. Là. Ah oui, me oui. comporto como un periodista. Me dice que No. tomo todo en el primer grado. Non, ça n'est pas supposé que le lecteur a toutes ses qualités, évidemment. Mais c'est supposé que chaque lecteur peut trouver, malgré tout, Oui. Au niveau qu'il veut, Bien sûr. plusieurs degrés de lecture. No, dice que no supone que el lector tiene todas esas cualidades, pero que cada uno de los lectores puede encontrar varias de esas lecturas. Et puis, je me méfie d'une chose aussi. Y además, desconfío de una cosa también. Je me méfie beaucoup des écrivains qui sont plus intelligents que leurs livres. Me desconfío de los escritores que son más inteligentes que sus libros. Bien, maintenant, j'aimerais qu'on en vienne un peu. Je pense que bon, il y a une échéance quand même importante. Creo que hay una fecha importante. Francia va a elegir un presidente de la República o una presidenta este domingo. Ce dimanche, la France élira un président, une présidente. Je suis content d'être loin, tu sais, je suis content. Hein. Está contento de estar lejos, dice. Pienso que normalmente sería una situación banal, una democracia elige un presidente, ¿verdad? Normalement, ça devrait être une situation banale, une démocratie elige un président. Bon. Pero creo que no tiene nada de banal, es decir, hablando justamente de historia, de política, de la manera como la historia se lee, ¿no? Cómo las ciencias sociales transmiten ciertas verdades, cierto discurso. Resulta, yo pienso que muy impactante visto desde afuera. Vu du dehors, il est quand même très frappant que l'extrême droite française soit présente et avec un taux apparemment assez important, n'est-ce pas, de voix supposées au deuxième tour de l'élection présidentielle.
resulta bastante sorprendente, chocante, singular, ¿verdad? Que la extrema derecha francesa esté presente con además un porcentaje de votos atribuido bastante grande, bastante considerable. Ya está presente en la segunda vuelta, ya es algo. En la segunda vuelta de la elección presidencial francesa, je voudrais justement te demander, à propos de cela, ton avis, justement à propos de tout ce qu'on vient d'évoquer, de la façon dont justement les sciences sociales, n'est-ce pas, le journalisme, la sociologie, l'histoire, mais aussi la littérature, les intellectuels, enfin bref, transmettent une certaine ou des vérités, ou construisent, collaborent à la construction de la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? ¿Qué pasó para llegar acá? Il s'est passé que le terrain de la culture a été déserté. Ocurrió que el terreno de la cultura fue desertado. Parce que la montée de l'extrême droite en France, avant d'être politique, est un drame culturel. Porque la subida de la extrema derecha en Francia antes de ser político es un drama cultural. Que 40% de mes compatriotes puissent être convaincus par des raisons primaires. Que 40% de mis compatriotas puedan ser convencidos por razones primarias. Par des arguments extraordinairement rudimentaires. Por argumentos extremadamente rudimentarios. Montre une incapacité à l'esprit critique. Muestra que hay una incapacidad de espíritu crítico. Et que céder à la démagogie est une défaite de la pensée. Y que ceder a la demagogia es una derrota del pensamiento. Alors évidemment, nous nous trouvons devant une situation à la limite d'être tragique. Y evidentemente nos encontramos en una situación que en el límite de lo trágico. Ce grand pays de la révolution et des droits de l'homme est menacé demain par un néofascisme. Este gran país de la revolución y de los derechos humanos está amenazado mañana por el fascismo. Donc tous les républicains et tous les démocrates sont évidemment debout et je voterai dimanche prochain par procuration. Por lo tanto, todos los demócratas y todos los republicanos estamos de pie y votaré yo mismo el próximo domingo por procuración. Algo que no se puede hacer en Chile, entiendo. Et nous serons nombreux, j'espère, à nous élever contre le risque terrible de l'élection. Espero a levantarnos contra el riesgo terrible de un gobierno fascista. Mais en même temps, l'analyse doit nous amener à qu'est-ce qui, indépendamment de la culture, a conduit l'extrême droite où elle est. Pero al mismo tiempo el análisis debe contemplar, independientemente de la cultura, qué es lo que llevó a la extrema derecha a estar allí donde está. Et je pense que en fait, cette extrême droite a été instrumentalisée. Y pienso que esta extrema derecha fue instrumentalizada desde hace 15 años. Par la gauche traditionnelle et la droite traditionnelle. Por la izquierda tradicional y por la derecha tradicional. Ces hommes politiques ont joué avec le feu et le feu est ici, à nos portes. Son políticos que jugaron con el fuego y ahora el fuego está acá en nuestra puerta. Donc nous allons, je pense, faire barrage dimanche au Front National. Pienso que, por lo tanto, tendremos que contener el domingo haciendo ¿cómo se llama? Una barrera de contención al Frente Nacional. Et après avoir eu pendant 5 ans un président inculte et médiocre. Y después de haber tenido durante 5 años un presidente inculto y mediocre. Nous allons élire un produit numérique. Vamos a elegir un producto numérico. Une sorte de télévangéliste exalté. Una especie de televangélico exaltado. Qui est une sorte de dictionnaire des lieux communs du libéralisme. Que es una especie de diccionario de los lugares comunes del liberalismo. C'est vous dire que nous avons le choix entre deux solutions très contestables. Es decir, que tenemos que elegir entre dos soluciones extremadamente rechazables. Mais qu'indéniablement, l'un est plus dangereux que l'autre. Pero que indudablemente una es más peligrosa que la otra. Y a-t-il un espoir de... D'espoir, non. Pardon, excuse-moi, finis ta phrase. Pas d'espoir. No, le pregunto si hay una esperanza, me dice que no hay esperanza. Entonces terminamos acá. Si no hay esperanza. No, y a-t-il un espoir de... Le score qu'a fait, par exemple, Mélenchon, signifie-t-il quelque part qu'il y a un espoir de
renaissance, de régénération d'une certaine vie politique, d'une certaine conception de la politique d'une façon différente. Pregunto por el porcentaje que hizo Mélenchon y le pregunto si para él eso no ve ahí una especie de esperanza o de razones de esperar una manera de hacer política de otra forma. Je suis ravi que tu me donnes l'occasion de parler de mon candidat. Moi, je suis très ravi. Estoy muy contento de que me des la ocasión de hablar de mi candidato. Je crois que cette France insoumise, ce mouvement, est une très bonne nouvelle pour la démocratie. Creo que esa Francia insumisa es una muy buena noticia para la democracia. Je n'espérais pas véritablement qu'il puisse arriver au deuxième tour. No esperaba realmente que pudiera llegar a la segunda vuelta. Je pense que fondamentalement, ces idées ne sont pas majoritaires dans le pays. Pienso que fundamentalmente sus ideas no son mayoritarias en el país. En revanche, elles ont surpris par leur ampleur. Sin embargo, sorprendieron por su amplitud. Et cette ampleur-là est un contre-feu, je crois, le plus actif contre l'extrême droite. Y esa amplitud es un cortafuegos, digamos, lo más activo posible contra la extrema derecha. Bien, je pense qu'on pourrait continuer à dialoguer. Pienso que podríamos D'habitude, tu continuer. commences ta question par mais. Non, Là, c'est bien. Non, puisque tu as dit qu'il n'y avait pas d'espoir, ça va. Pienso que podríamos continuar dialogando mucho porque efectivamente todos estos temas son extremadamente interesantes. Lamentablemente la hora es la hora, l'heure nous attrape là. Je pense que, cependant, sin embargo, si hay preguntas de todos ustedes, Pierre Lemaitre estará encantado de responderles. Tú. C'est un honneur d'être ici, de pouvoir connaître Pierre Lemaitre en personne. Merci à vous. Quisiera saber, yo he leído tus novelas como Vestido de novia y también Nos vemos ahí arriba. J'ai lu tes romans Robe de mariée et aussi Au revoir là-haut. Y cuando uno las lee, si no supiera que es el mismo escritor, da la idea que son dos escritores distintos y quand también... on les lit, si on ne savait pas que c'est le même écrivain, on aurait l'impression que c'est deux écrivains différents. Entonces, ¿cómo logra hacer esa separación cuando trabaja la novela negra versus Nos vemos allá arriba o el último libro? Alors comment tu réussis à faire cette séparation quand tu travailles tes romans noirs par rapport, par exemple, à Au revoir là-haut? Merci de cette question. Je ne pensais pas que je serais interrogé aussi rapidement sur ma schizophrénie. No pensaba que fuese a ser interrogado tan rápidamente sobre mi esquizofrenia. En vérité, je crois que c'est une question de genre littéraire. En realidad creo que se trata de una cuestión de género literario. Plus qu'une différence de structure, je vois que c'est une question de genre. Más que una diferencia de estructura, creo que es una cuestión de género. Parce que le roman policier, Robe de mariée, dont tu parles, est un pur roman policier. Porque la novela policial, Vestido de novia, del que hablas, es una pura novela policial o una novela policial pura. Or, le roman policier est un roman avec de très très nombreuses contraintes, des contraintes très solides. La novela policial es una novela con muchas leyes, con muchas obligaciones a respetar, obligaciones muy sólidas, muy claras. C'est un genre très contraint, il faut respecter les règles du jeu. Es un género con muchas reglas, hay que respetar todas esas reglas del juego. Et elles sont très nombreuses. Y son muy numerosas. J'ai l'habitude de dire qu'un romancier de polar, c'est comme un skieur dans le slalom. Tengo la costumbre de decir que un novelista de novela negra es como un esquiador en el slalom. Voilà, on est en train en permanence de négocier avec des contraintes qui sont fixes. Se está negociando todo el tiempo, tiene que negociar todo el tiempo con obligaciones que son fijas. Alors c'est vrai que dès qu'on se libère de ces contraintes, on a l'impression d'être un autre homme. Y por eso, cuando uno se libera de esas obligaciones, uno tiene la impresión de ser otro hombre. C'est très agréable d'être d'un seul coup un autre homme. Y es muy agradable de golpe de encontrarse siendo otro hombre. Mais je pense qu'en grande partie, c'est dû au fait que la littérature générale fonctionne avec beaucoup moins de contraintes. Pero en gran medida esto se debe a que la literatura general funciona con mucho menos obligaciones. Et que cette liberté-là permet d'élargir le champ littéraire. Y que esa libertad permite, diría, de ampliar el campo literario. Ce qui donne une facture du texte évidemment différente
et qu'on peut penser qu'il s'agit effectivement de deux écrivains différents. Lo que da una factura literaria evidentemente distinta y por lo tanto se puede pensar que se trata de dos escritores diferentes. Je crois en vérité que c'est une question plus technique qu'il y paraît. Creo que en realidad es una cuestión mucho más técnica de lo que parece. C'est pas tellement un homme différent, c'est un homme qui travaille différemment, je crois. No es tanto un hombre distinto como un hombre que trabaja de manera distinta. Oui, mais voilà. Mais. Sí, pero hay una cuestión, sin embargo, fíjate, a propósito de la pregunta de ella que me parece interesante, que es que il y a une question qui me paraît intéressante à propos subsidiaire, disons, à propos de la question de Madame, qui est qu'en fait, dans tous les romans, il y a quand même l'accent est mis sur la narrativité, sur l'intrigue. Et ça, c'est quand même, pour ça, je voulais te demander, justement, ça, là, il y a quand même peut-être l'habitude, n'est-ce pas, la maîtrise de l'écrivain de roman noir. ¿No? Quiero decir que todas sus novelas están muy marcadas por la narratividad, por la intriga, por lo que pasa en la historia, más que por la poesía, si ustedes quieren, de la historia. Por lo tanto, ahí también uno podría ver la herencia o el trasvase, ¿no?, del escritor de novela negra en la novela. En fait, je crois pour être sincère, que c'est l'expression de mes limites. En realidad creo, para ser sincero, que es la expresión de mis límites. C'est-à-dire que moi, ma boîte à outils vient du polar. Je sais Es decir, que yo, mi caja de herramientas viene del polar y no sé hacer sino eso. Je sais faire que ça, ce qui fait que si j'écris un roman historique, je l'écris avec mes outils du polar, quoi. Lo que quiere decir que si escribo una novela histórica, lo escribo con las herramientas de la novela negra. Si demain je faisais un roman sentimental, je crois que je le ferais aussi avec les mêmes outils. Si mañana hiciera una novela sentimental, creo que lo haría también con las mismas herramientas. Alors évidemment, ça donne une facture un peu particulière à un roman historique. Entonces, pero evidentemente le confiere una factura un poco particular a la novela histórica. Mais en fait, je suis un artisan et sur mon établi, il y a toujours les mêmes outils, quoi. Pero en realidad soy un artesano y en mi mesa de trabajo siempre se encuentran las mismas Et herramientas. puis, comme je les aime suffisamment et que je les trouve suffisamment efficaces, eh ben, j'ai pas envie d'en changer. Y como me gustan bastante y las encuentro bastante eficaces, no tengo ganas de cambiarlas. Tu as bien raison, parce que ça a bien marché. Oui, ça marche, oui, ça marche. Tienes razón, porque funciona. El experimento funciona. Sí. Alors moi, je vais aller justement dans l'autre sens. Voy a ir yo en el otro sentido. Vous allez faire comme Mauricio, c'est ça? Non, non, dans l'autre sens, en tant que lectrice, comme impression de lectrice. Donc, j'ai lu que 2 romans de vous. D'abord, Au revoir là-haut. Un peu plus lentement parce qu'il faut que je traduise. Pardon, s'il vous plaît. excusez-moi. Donc, no he leído sino 2 novelas suyas. Donc j'ai commencé par Au revoir là-haut. Commencé par quoi? Au revoir. Au revoir là-haut. Ah, commencé por Nos vemos allá arriba. Et seulement après, j'ai lu un polar qui était Travail soigné. Y solo después leí una novela negra que se llama Travail soigné, Buen trabajo. Et ce qui m'a frappé, Y lo que me llamó la atención, donc je voudrais que vous me disiez si je me trompe ou pas, me gustaría que me dijera si me equivoco o no. j'ai eu l'impression, enfin, il y a 2 scènes, comment le dire? En tant que lectrice, j'ai eu 2 grandes impressions pour chaque roman, et c'est des impressions d'abord visuelles. Y como lectora tuve 2 grandes impresiones en ambas novelas y son impresiones en primer lugar visuales. Pour Au revoir là-haut, c'est ce que moi j'appelle la scène du cheval. Nos vemos allá arriba es lo que yo llamo la escena del caballo. Et donc dans le roman policier, en fait c'est 2 scènes mais qui seraient la même, c'est votre description que je trouve très filmique, de, comment dire, sans dévoiler trop, mais les corps accrochés dans la... Y en la novela negra son la descripción que encuentro muy fílmica de los cuerpos colgados. Et donc je voulais savoir, je me suis demandé en vous lisant, est-ce que vous partez d'images et d'images filmiques pour écrire? Me pregunté si usted parte de imágenes o de images filmiques. Enfin, quand je dis images filmiques, c'est-à-dire de vidéos dans votre tête et que ça vous donne naissance à votre imágenes de écriture. vídeos en su cabeza y que eso da nacimiento al texto escrito. Alors, merci pour votre question. Je pense que votre question peut-être fait un peu trop vite la fusion entre image et cinéma. Creo que su pregunta hace a lo mejor un poco muy rápido la amalgama entre imagen y cine.
Vous avez tout à fait raison de dire que je pars de quelque chose de visuel, il faut que je vois les choses pour les écrire, tout simplement. Tiene absoluta razón en decir que hay algo de visual en lo que escribo. Yo tengo que ver las cosas para escribirlas. Et en fait, dans ma conception, écrire, ça n'est jamais que décrire quelque chose que j'ai vu. Y de hecho, en mi concepción, escribir no es sino describir cosas que he visto. Mais pour autant, ça n'est pas cinématographique. Pero, sin embargo, a pesar de esto, no es cinematográfico. Parce que la grammaire de la littérature n'est pas la grammaire du cinéma. Porque la gramática de la literatura no es la gramática del cine. Dans ce roman, j'ai un type qui est une gueule cassée. Hein. Il s'est fait retirer la moitié de la mâchoire. En esta novela hay un tipo que tiene el rostro roto, que se ha roto la mandíbula. Et le metteur en scène qui a fait l'adaptation de mon roman est venu me voir. Y el director que hizo la adaptación de mi novela vino a verme Et puis il m'a dit, mais ce que tu écris, c'est absolument impossible. y me dijo, pero lo que describes es absolutamente imposible. Ah, j'ai dit, oui, oui, absolument. Alors là, t'embête pas avec ça, c'est absolument impossible. Y yo dije, sí, sí, claro, no te molestes con esa historia, es absolutamente imposible. Mais littérairement, ça marche. Pero literariamente funciona. C'est-à-dire que si vous voulez prendre l'image romanesque et la transcrire telle qu'elle, ça ne fonctionne pas. Es decir, si usted quiere tomar la imagen novelística y transcribirla en el cine, no funciona. Parce que la grammaire n'est pas la même, Porque la gramática no es la misma, parce que la syntaxe n'est pas la même. porque la sintaxis no es la misma. J'ai fait un livre, Robe de mariée, c'est de ce livre-là dont vous parliez à l'instant. Robe de mariée. Sí. Oui, oui, oui. Robe de mariée. Ouais. Hice un libro, escribí un libro vestido de novia, Qui est un roman dans lequel à peu près tout est rigoureusement impossible. que es una novela en la cual más o menos todo es rigurosamente imposible. Et de temps en temps, même je me permets des trucs, j'en rougirais. Hein. De tanto en tanto me permito hacer cosas de las que me sonrojaría, Mais ça marche. pero funciona. Hitchcock disait, prenez n'importe quel livre de la littérature, Hitchcock decía, tome usted cualquier libro de la literatura, démontez-le, desmóntelo et vous verrez qu'il y a plein de choses absolument impossibles. y verá usted que hay un montón de cosas absolutamente imposibles. Donc, ça suppose donc un travail d'adaptation pour aller au cinéma. Lo que supone un trabajo de adaptación para ir al cine, Et si on doit adapter, c'est qu'on ne parle pas le même langage. y si se debe adaptar, si es necesario adaptar, eso significa que no hablamos Donc, la pour misma faire court, lengua. et avant que Mauricio me dise oui, mais, juste avant, Por tanto, para abreviar y antes de que Mauricio me diga sí, pero, je dirais, vous avez, je crois, bien vu qu'il s'agissait de quelque chose de visuel, mais pour autant, ça n'est pas cinématographique. diría que usted está bien visto, que se trata de algo visual, pero sin embargo no es cinematográfico. Madame? Hay una otra pregunta por ahí, no sé quién está controlando el micrófono. Ah, perdona, entonces ella y luego tú, por favor. Sí, Sí. Mi consulta tiene que ver con ma question tiene que ver con la relación entre literatura y ciencias humanas. la relation entre littérature et sciences humaines. Concretamente Y entendí que él hablaba de que la literatura interviene después. Y mi sensación es que elle a compris que tu avais dit que la littérature intervient après, mais c'est moi qui l'ai dit. y mi sensación es que la literatura normalmente anticipa más que seguir. Et ma sensation, c'est que la littérature, normalement, anticipe plus que suivre. Sí. Qu'elle anticipe plutôt qu'elle suive, c'est ça, Oui. c'est ça l'idée? Oui. J'ai beaucoup de mal à me faire à cette idée. Me cuesta mucho aceptar esa idea. Prenons l'exemple de l'Antiquité, par exemple, hein, Tomemos el ejemplo, por ejemplo, de la antigüedad ou la mythologie, o la mitología, qui sont les premières explications du monde, au fond. que son, en el fondo, las primeras explicaciones del mundo. Au fond, à l'époque, l'homme confie à la fiction le soin de lui expliquer le monde. En el fondo, en esa época, el hombre confiaba a la ficción la tarea de explicarle el mundo, Mais même dans ces moments de naissance de la fiction narrative, pero incluso en esos momentos de nacimiento de la ficción narrativa, elle est postérieure aux événements. él es ulterior a los acontecimientos. C'est parce qu'il y a des orages qu'on invente un dieu de l'orage. Es porque hay tormentas que se inventa un dios de la tormenta. Et on n'aurait pas le personnage de Poséidon si on n'avait pas observé des naufrages. No existiría el personaje de Poseidón si no se hubiesen observado naufragios. Donc moi, j'ai plutôt l'impression qu'effectivement, la littérature, elle est postérieure et éclairante.
Y yo tengo por eso la impresión de que más bien la literatura es posterior y esclarecedora. Stendhal avait cette image très célèbre de la littérature qui est un miroir le long du chemin. Stendhal tenía esa imagen célebre de la literatura, de la novela, que era un espejo que se pasea a lo largo del camino. Et je crois pouvoir remarquer quand même que le chemin existe avant le miroir, quoi. Y creo que es necesario subrayar que para eso es necesario que el camino exista antes que... Mais enfin, c'est une discussion, hein, je veux dire, c'est Pero un al avis. final todo es discutible, es una opinión. Je prétends pas à la vérité. No pretendo tener la verdad. Había otra pregunta acá, Rodrigo. Sí. Ah, él estaba también. Bueno, hay una lista. Hay una lista de Rodrigo. Bueno, Hola Mauricio, hola Pierre. habla más fuerte, por favor, no se te escucha acá. Hola. Hola. Sí, yo leí Au revoir là-haut y aquí se mencionó J'ai lu Au revoir là-haut et ici a été mentionné l'autre roman. la otra novela, l'autre, voilà, oui. Y parece que en ambos casos está muy presente la figura del padre. Il me semble que dans les deux romans, la figure du père est très présente, Como un elemento común. comme un élément commun. A lo mejor no es exactamente la misma, pero en ambos casos es muy importante. Dans les deux cas, il est très important. ¿A qué le atribuyes tú o qué crees que de dónde viene hacia atrás y hacia adelante esa importancia? D'où crois-tu que cela vient, enfin, vers l'arrière et vers l'avenir? Pourquoi cette importance du père? Je crois que c'est très bien vu, hein, c'est très bien vu. Creo que está muy bien visto. Je crois que Scott Fitzgerald disait un truc qui m'a semblé intéressant. Creo que Scott Fitzgerald decía una cosa que me parece interesante. Il disait un romancier, c'est un type qui a 2 ou 3 trucs à dire Decía, un novelista es alguien que tiene 2 o 3 cosas que decir et qui essaye, livre après livre, de les dire le mieux possible. y que trata libro tras libro de decirla lo mejor posible. Et encore 2 ou 3 trucs, je trouve que c'est presque ambitieux. Y aún así, creo que 2 o 3 cosas es bastante ambicioso. Si on regarde bien, par exemple, l'œuvre de Modiano est un bon exemple Si miramos bien, por ejemplo, la obra de Modiano es un buen ejemplo d'un homme qui fait une œuvre absolument magnifique, de un hombre que hace una obra absolutamente magnífica, un grand écrivain de la mémoire, un gran escritor de la memoria, mais je crois que les 2 ou 3 trucs à dire de Modiano ne dépassent pas effectivement ce chiffre-là, quoi. pero creo que efectivamente las 2 o 3 cosas que Modiano tiene que decir no sobrepasan esa cifra. Et pour revenir sur votre question, c'est vrai que la question du père et de la présence du père doit faire partie des 2 ou 3 trucs que j'ai à dire. Maintenant que je l'ai dit, Y d'ailleurs, il en reste 2. Para volver a su pregunta, creo que la presencia, la noción del padre debe formar parte de las 2 o 3 cosas que tengo que decir. Y con esto me queda explicar cuáles son las otras 2. Juste un mot, c'est bien vu, parce que les 2 livres là sont sur l'absence du père. Hein. C'est le cas d'Albert Maillard et c'est le cas d'Antoine. Ouais, Está bien visto porque los 2 libros tienen que ver con la ausencia del padre, el caso de Antoine y de Albert Mayer. c'est bien vu. Bien. Me, Mais Oui, mais Rosie and John, además de haber leído eso, ¿no? Las grandes novelas, me pareció una gran novela negra. ¿cuál? Perdón. Rosie and John, que se llama... Mauricio, c'est un livre que tu Yeah. n'as pas lu, ne cherche C'est pas. un livre que j'ai pas lu. Non. eh, Rosie and John, qui m'a paru être un grand roman noir. C'est quoi? ya, Je le connais, je le connais. Lo conoce. really. Bueno, lo que tengo que preguntarte ahí es muy simple. Es una novela Je te demandais, estupenda. Très simple, c'est Es una un novela magnifique roman. estupenda. No soy lectora de novelas policiales, ni negras, ni azules, sino que me gusta la narrativa en general. Moi, j'aime la narrative en général. Je suis pas lectrice de romans noirs particulièrement, ni bleus, ni etc. Pero es posible que te haya salido por exuberancia de tu naturaleza esquizofrénica. Mais il est possible que ce roman soit aussi lié à l'exubérance de ta nature schizophrénique, Según lo que tú dices, porque selon tu dis. ¿en qué momento se te ocurrió o cuánto tiempo te demoraste en hacer el vals de la muerte al final de esa novela? Et à quel moment tu as eu l'idée, ou combien de temps t'as mis à faire la valse de la mort dans ce roman? Combien de temps pour le... Te cuento. Combien de temps pour l'écrire, oui. Et à quel moment tu as eu l'idée?
Alors, l'idée était très simple. Íbamos para allá y terminamos acá, bailando. La muerte. La idea era muy simple. L'idée était très simple. Je passais à pied sur un trottoir. Iba pasando a pie por una vereda Et il y avait des travaux des conduites de gaz. y había trabajos de tuberías de gas. Donc, il y avait un trou avec une palissade pour empêcher que les gens. Había un hoyo y una cerca de madera para impedir que me cayera. Et quand on se penchait comme ça, on voyait que le trou faisait bien 3 mètres de profondeur. Cuando uno se asomaba se veía que el hoyo hacía unos 3 metros de profundidad. Et j'ai dit à ma femme, je suis un peu comme Colombo, si tu veux. Tu vois, Y dije a mi mujer, soy un poco como Colombo, je fais référence à mon épouse. Et je lui ai dit, là, il y a un roman policier qui se cache là-dedans. y le dije a mi mujer, ahí hay una novela policial que se esconde allá adentro. Je me suis dit, si on met une bombe pendant que les types sont partis dîner, Me dije, si alguien pone una bomba mientras que los tipos se fueron a almorzar, ils vont finir leurs travaux, ils vont recouvrir ça, la bombe est en dessous, et je peux déclencher quand je veux. van a regresar, van a tapar el hoyo y la bomba se va a quedar debajo y la puedo yo activar cuando quiera. Donc si votre question visait à dire est-ce que j'ai un mauvais fond et de mauvaises idées, vous avez raison. Si usted lo que quería decir es que tengo un mal fondo, que soy un mal bicho, digamos, tenía toda la razón. Mais ça, je crois que c'est la maladie de tous les auteurs de romans noirs, ils ont vraiment l'esprit mal placé. Creo que es la enfermedad de todos los autores de novela negra, tienen verdaderamente muy malas ideas, o ideas de maldad, de malos. Je peux raconter une anecdote. ¿Puedo contar una anécdota, bien sûr que oui? Comme j'avais une histoire de bombe, j'ai cherché Como tenía una historia de bomba, busqué un type qui s'y connaisse, un artificier. un tipo que conociera la materia, un artificiero, un experto en bombas. Et alors, ce type me disait sans arrêt, il suffit de prendre une bombe et de faire ceci, de faire cela. Y ese tipo entonces me decía, no, basta con tomar una bomba y hacer esto y hacer lo otro. Et je lui disais, ça répond pas à ma question, comment on fait une bombe? Y yo dije, mira, eso no responde a mi pregunta, ¿cómo se hace una bomba? Il me dit, tu prends une bombe toute faite. Y él me dijo, no, pero tomas una bomba hecha. Et c'est lui qui m'a expliqué qu'on retrouvait des obus de la guerre de 14 Y fue él quien me explicó que se encontraban obuses de la guerra del 14 en nombre considérable, 1 sur 4 étant en voie de fonctionnement. y en número una gran cantidad de obuses y 1 sobre 4 estaban funcionando, o sea, estaban activos. Donc mon héros va chercher des obus de la guerre de 14 et les cache comme ça dans des trous. Por lo tanto, se podía buscar objetos de la guerra del 14 y esconderlos en hoyos. Et après, pour déclencher, vous savez comment l'artificier m'a proposé de résoudre la question pour le Y déclencher? entonces, para activar la bomba, ¿sabe qué es lo que me propuso el experto para activarla? Il m'a dit, va au magasin de bricolage du coin Y me dijo, anda a la tienda de bricolaje de la esquina, a la ferretería, digamos. et achète un buzzer, tu sais, pour ouvrir la porte. Ding, ding. Y compra una cuestión para abrir la puerta, un timbre para abrir la puerta, dice. Il me dit, si tu enterres le truc et que tu gardes le truc à la main, ça marche. Si entierras el receptor y el otro lo tienes en la mano, funciona. Il m'a dit quelque chose que je n'avais jamais pensé. Il m'a dit, tous les gens du même quartier ont été acheter leur buzzer au même endroit. Todos los tipos del mismo barrio fueron a comprar sus dispositivos esos en el mismo lugar. Mais quand tu sonnes chez Monsieur Dupont, ça ne sonne que chez Monsieur Dupont. Pero cuando tocas el timbre en donde Monsieur Dupont, el timbre no suena sino donde Monsieur Dupont. Ça veut dire que tous ces appareils ont une fréquence différente. Quiere decir que todos esos aparatos, cada uno de esos aparatos tiene una frecuencia distinta. Comme ça, vous êtes sûr que quand vous sonnez chez Monsieur Dupont, ça ne fait pas exploser l'obus. Eso, así está seguro de que cuando usted toque el timbre donde Monsieur Dupont no va a hacer explotar el obús. Ça ramène la littérature à un degré très prosaïque, je suis désolé. Se lleva la literatura a grados, a niveles muy prosaicos. Me disculpo por ello. Bien. ¿Terminamos o no? Sí, a mí me toca siempre la desagradable función de darle fin a la conversación justo en el minuto en que está más entretenida. Es decir, mi trabajo es ser anticlimático. Il nous a trouvé si ennuyeux pendant 1h30 qu'il trouve que c'est intéressant seulement à la fin. C'est ça? D'accord. Bueno, pero yo creo que está bien terminar una conversación cuando el autor nos da una instrucción de cómo armar una bomba. Porque después de ese punto no sé hacia dónde vamos a ir, es mejor dejarlo hasta ahí
y retirarnos a almorzar o Claro. ir a comprar un timbre. Il vaut mieux arrêter la quisiera- conversation là et aller déjeuner ou alors aller acheter un buzzer. Quisiera agradecerles a Merci. ustedes aquí por su presencia, Todos, su votre participación presencia, votre con las participación, preguntas y vos quisiera questions. pedirles que me acompañen en un gran aplauso para Mauricio y Pierre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à toi, Marie. Merci beaucoup.